Bien, bonjour. Dans cet exercice, on va s'intéresser à un phénomène d'induction. On va considérer une situation verticale. L'axe vertical serait donné par l'axe X, comme le montre le champ de pesanteur représenté ici. Et on imagine qu'il y a un cadre métallique, donc qui est cette zone-ci, et qu'une tige tombe sous l'effet de son poids, tout en touchant en fait le cadre métallique. Donc elle glisse le long du cadre métallique, mais pour simplifier son frottement. Et tout ceci est plongé dans un champ magnétique uniforme et constant. Donc on supposera que la tige est lâchée sans vitesse initiale. Pour la tige, on va supposer une résistance électrique R. On négligera la résistance électrique du cadre en considérant que la résistance de la tige. L'idée, ça revient finalement à considérer que les aspects résistifs sont essentiellement dus au contact électrique. Et en fait, on néglige les frottements. Alors, dans un premier temps, on peut essayer d'analyser ce qui va se passer avant de résoudre les équations. C'est toujours une bonne idée dans un exercice d'induction de faire ce genre de démarche. Alors, si on résume l'idée avec les différents phénomènes, on va donc avoir dans un premier temps, quand vous lâchez la tige, forcément sous l'effet de son poids, elle va commencer à tomber. Donc ça, c'est cet effet-là. La tige tombant, il y aura une variation de l'air du cadre qui est limitée par le cadre et la tige. Donc ici, vous auriez donc l'air du circuit électrique varie, ce qui va entraîner une variation du flux magnétique extérieur à travers le cadre. D'après la loi de Faraday, cette variation du flux magnétique à travers le cadre va faire apparaître une force électromotrice induite. Et nous avons déjà une première partie du phénomène de couplage électromagnétique où l'aspect mécanique, la chute de la tige, va entraîner l'apparition d'une force électromotrice dans le circuit. Donc on a bien un couplage entre le mécanique qui va agir sur l'électrique, car la grandeur électrique sera fonction du phénomène mécanique. Ensuite, le circuit étant fermé, il va apparaître un courant induit au sein du circuit. Ça va simplement être lu à une loi d'émail. Ici. Voilà. Et une fois que le courant apparaît dans le circuit, au niveau de la tige, en présence du courant électrique et du champ magnétique, il va apparaître une force de Laplace. Et cette force de Laplace, elle va agir sur la tige et donc via un principe fondamental de la dynamique, elle va réagir sur le mouvement de la tige. Et donc là, vous avez le passage où l'électrique, à partir d'un courant électrique, conduit à modifier le mouvement de la tige. Donc on a bien l'électrique qui va agir sur le mécanique. Et on voit bien qu'on a un couplage entre le mécanique et l'électrique. Donc l'idée, ça va essentiellement d'écrire une équation électrique qui dépend des phénomènes mécaniques et une équation mécanique qui dépend des équations électriques. On aura donc deux équations, une équation mécanique et une équation électrique couplées, et en combinant les équations pour obtenir une équation, soit par exemple sur la vitesse, soit pour l'intensité électrique. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est assez intéressant parce que finalement, vous avez l'ensemble du problème posé et il ne vous reste plus maintenant à écrire bien comment l'air varie quand l'objet chute, la loi de Faraday, la loi d'émail, un PFD, l'expression de la force de Laplace, et normalement chacune des flèches qu'on a fait correspond à une étape du raisonnement qu'il s'agit maintenant de faire de façon quantitative. Alors quand vous allez passer à l'aspect quantitatif, le premier aspect, c'est absolument penser à orienter votre circuit. Donc ça c'est fondamental. Si vous ne le faites pas, tout ce que vous allez trouver après sera sujet à caution. Donc vous orientez le circuit comme vous voulez. Donc là je fais un choix purement arbitraire qui va être d'orienter le circuit comme ça. Donc je vais choisir d'orienter le circuit comme ceci. Et ce qui est important, c'est que l'orientation que je choisis pour mon circuit, donc qui est finalement la partie rectangulaire limitée d'une longueur A et de cette distance x ici, cette orientation va s'imposer à l'élément de longueur. Donc si vous définissez des éléments de longueur sur le circuit, ces différents éléments de longueur dl qui serviront par exemple pour le calcul de la force de Laplace seront orientés comme ceci. L'intensité électrique est également orientée par ceci.
La force électromotrice qui va apparaître dans le circuit sera également orientée par le choix qu'on a fait ici. Donc la force électromotrice également. Et enfin, l'élément de surface. Donc l'élément de surface, vous voyez, en fait, on va tourner comme ceci. Donc si on tourne comme ceci, l'élément de surface vient vers vous. C'est orienté de façon trigo. Donc c'est orienté comme le champ magnétique. Et donc l'élément de surface, voilà, ds, l'élément de surface local au cadre, est orienté également comme ceci. Alors, en fait, on prend l'orientation rouge qu'on veut. J'aurais pu prendre une orientation dans le sens inverse, mais on constate qu'en prenant l'orientation ainsi, on oriente le ds comme B, et pour les calculs, bon, ça évitera des erreurs de signe possibles. Mais encore une fois, vous pouvez tout faire en orientant différemment. Donc, après avoir discuté de façon qualitative le problème, il est important d'orienter votre circuit et de bien indiquer que l'orientation de votre circuit va s'imposer à l'ensemble des éléments que j'ai indiqués ici. Ceci étant fait, il nous reste maintenant à écrire chacune des équations qui sont chacune assez simples. On va commencer dans l'ordre. On va d'abord retrouver l'expression de la force électromotrice. Donc la force électromotrice, c'est la loi de Laplace. Donc E de t égale moins d sur dt du flux. Alors ce que je vais faire pour la suite, je vais négliger l'inductance propre. D'accord, donc le flux ici serait le flux propre plus le flux extérieur. Et vu qu'il y a une seule spire en fait pour le circuit, on va négliger le champ magnétique créé par le circuit lui-même. Donc ça revient à négliger l'inductance propre. Et on aura simplement d sur dφ, donc du flux extérieur, qui sera l'intégrale double de b scalaire ds, qui fait moins d sur dt. Et l'intégrale double, donc en fait, vu que b et ds, on vient de le dire, sont orientés dans le même sens, on aura donc un b. Alors l'axe ici c'est uz, donc on aura buz scalaire ds uz, donc le produit scalaire de uz avec lui-même fait 1 pour ce vecteur normé. B est supposé uniforme et constant, on le sort de l'intégrale et de la dérivée, donc ça fait moins b, d sur dt de l'intégrale double dds. Bien, l'intégrale double dds c'est simplement l'aire de la surface. Et l'aire de cette surface, c'est un rectangle, donc qui a un côté A et une longueur, une largeur et une longueur qui sont respectivement A et X de t. Et donc finalement, ça fait moins BA, d sur dt, de X de t, donc ce qui est bien la vitesse de la tige. Donc voilà pour le premier résultat qui donne la force électromotrice. Mais vous voyez, pour trouver ce résultat, j'ai eu besoin du produit scalaire, et donc forcément, il fallait bien orienter la surface. Si vous n'avez pas orienté la surface, ce que vous dites après n'a pas de sens. Ensuite, on passe à l'équation électrique. Donc, on peut regarder le circuit qui est là. Vous avez simplement une force électromotrice et une résistance pour la tige. Donc, on peut appeler la loi de Pouillet si on veut, mais c'est simplement, vous avez une résistance R qui est soumise à une tension E. Donc, simplement, l'équation est assez élémentaire. L'équation s'écrit simplement la loi des mailles. Ici, s'écrira très simplement que E de t serait égal à RI de t. Encore une fois, ici, j'ai négligé l'inductance propre, donc je n'ai pas le terme en LDI sur dt. Et bon, simplement, en reprenant l'équation qui est écrite juste au-dessus, vous avez bien I de t qui vaut moins BA V de t sur R. On peut noter que l'intensité qui est déterminée ici sera négative, parce que la vitesse telle qu'on l'a orientée, ce que j'appelle le V en fait, je peux peut-être le préciser, mais enfin c'est écrit ici, c'est dx sur dt, donc c'est la composante selon x, mais qui est la composante verticale descendante. Donc cette vitesse va être positive, et donc l'intensité sera négative. On va réexpliquer dans un instant pourquoi l'intensité est négative. Ouais. Donc ça c'est pour l'intensité. Maintenant je passe à la force de Laplace. Donc pour la force de Laplace, eh bien, en fait, il faut simplement considérer, je vais m'intéresser par la suite à la tige, donc je vais calculer la force de Laplace sur la tige, et je vois que le dl le long de la tige, donc je vais intégrer, je peux appeler un point ici, donc je vais introduire des lettres, par exemple les lettres C et les lettres D, qui je pense ne sont pas encore utilisées, et donc je dois intégrer le long de la tige, IDL vectoriel B, DL étant selon Y, et B étant selon UZ. Donc le long de la tige, le f de L, c'est l'intégrale de C à D
de I dl vectoriel B, c'est-à-dire l'intégrale de C à D, de I, alors dl on a dit que c'était sur UY, donc ça fait un dl UY, vectoriel B UZ, UY, UZ font du UX, et B encore une fois est uniforme, donc on va sortir de l'intégrale, et simplement la somme des dl c'est la longueur de la tige, donc c'est A. Et donc finalement IBA et le tout selon l'accord qui fera du UX. Donc voilà pour l'expression de la force de la place sur la tige. Alors c'est là qu'on aurait pu le faire aussi en termes de champ magnétique, mais on peut l'interpréter ici. On constate que si on interprète en termes de loi de Lenz, la tige va tomber et on sait que l'induction, par ses effets, tend à s'opposer. Bon, elle n'y arrive pas forcément, mais elle va tendre à s'opposer à la cause qui lui va donner naissance. Donc la cause initiale mécanique lui donne naissance, c'est la chute de la tige. Et la tige tombant, eh bien, l'induction va tenter de s'opposer à la chute de la tige, donc finalement créer une force qui tente à s'opposer à la chute, donc une force qui sera verticale vers le haut. Et si l'intensité, comme on le voit ici, est bien négative, d'accord, l'intensité ici sera négative. Donc si l'intensité est négative, on aura bien une composante de la force. Cette composante de force, elle sera également négative. Et donc la force tend bien à s'opposer à la chute. Donc ça, on peut citer à ce moment-là la loi de Lenz. C'est toujours une bonne chose de le vérifier dans vos calculs, d'accord, pour les questions de signes. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est vu qu'on a la force de la place, on peut appliquer un principe fondamental de la dynamique à la tige. Donc, dans R terrestre, on va dire, PFD à la tige, donc j'écris ça de façon un petit peu rapide, il faudrait en toute rigueur écrire ça en toutes lettres, mais j'ai quand même précisé rapidement le référentiel, la loi utilisée et le système. Et donc j'aurai donc M, la masse de la tige, dV sur dt, qui sera égal donc au poids de la tige. On néglige les frottements, bon, on peut rajouter les frottements, ça complique un peu l'équation. Donc plus la force de la place. Bien évidemment, on va projeter tout ça selon Ux, ce qui paraît assez naturel, d'accord, pour ce mouvement de chute verticale. Et donc ça fait M dV sur dt égale à mg, on a orienté l'axe Ux vers le bas, et la force de la place, on a trouvé I de t B fois. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas, ça on peut s'arrêter là pour cette équation à ce stade-là, on peut déjà encadrer ça. Mais il est évident que vous ne pouvez pas résoudre cette équation toute seule. Encore une fois, ce sont des équations qui sont couplées. Donc vous ne pouvez pas résoudre, par exemple, cette équation électrique. Vous voyez que dans l'aspect électrique, vous avez l'aspect mécanique. Et dans l'aspect mécanique, vous avez l'aspect électrique. Donc vous ne pouvez pas résoudre les équations. On peut appeler, si vous voulez, cette équation-là 1, si vous voulez. Donc je peux appeler cette équation ici 1. Je peux appeler cette équation 2. Et il faut forcément, vous avez deux équations différentielles couplées. Et il faut forcément les associer pour réussir à trouver des équations différentielles sur l'un ou sur l'autre. Mais vous ne pouvez pas les résoudre séparément. L'intensité ici dépend du temps. Donc voilà maintenant, je vais résoudre. Donc on va dire symboliquement 1 dans 2. Et si on fait 1 dans 2, on va en déduire que M dV sur dt égale mg. Et je remplace I par son expression. Donc moins BA V de T sur R fois BA. Et donc ceci, ça va être équivalent. Donc on peut ramener donc dV sur dt. Je ramène le V au premier membre. Pour trouver la forme canonique, je divise par M plus V de T. Alors fois B carré A carré sur R fois M égale en fait au second membre G. Donc voilà l'équation qu'on obtient ici, qu'on peut aussi mettre en évidence. Et on obtient une forme qui est bien comparable à celle-ci. D'accord. Donc cette équation là, eh bien je peux noter, je peux poser un, ça va être forcément par dimensionnement, on a dV sur dt, donc là on a la vitesse sur un temps. Donc ceci, ce sera forcément, ça c'est égal à 1 sur un temps, et donc le taux, comme je l'ai indiqué ici, vaudra bien mr sur b carré a carré. Et donc finalement l'équation s'écrit dV sur dt, donc ça vrai quel que soit t positif, à partir du moment où on lâche la tige, dV sur dt plus v sur taux égale g.
Et bon, je l'ai écrit un peu différemment parce qu'on peut aussi écrire la vitesse limite g fois taux. On va trouver dans un instant la vitesse limite. Donc maintenant, on résout cette équation différentielle compte tenu de la condition limite avec v en t égale 0 moins égale v en t égale 0 plus égale 0. Donc, bon, l'équation est assez simple à résoudre. On aura donc, de façon générale, l'association d'une solution particulière. Donc, pour la solution particulière, vu qu'il y a un second nombre constant, on cherche également une vitesse constante. Donc, c'est la vitesse du régime inertiel. Une fois que la vitesse aura suffisamment augmenté pour que la force de la place égalise le poids. Et donc dv sur dt égale 0, donc vous avez comme solution particulière g fois taux, c'est la vitesse limite que j'ai introduite précédemment, et la solution générale de l'équation homogène, qui est a exponentielle moins t sur taux. Voilà, et compte tenu de la condition initiale, qui est ici, il n'est pas très dur de trouver que v de t, ce sera g taux fois facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Et si on veut, avec g taux qui correspond à la vitesse limite. Donc on va avoir une vitesse qui évolue, telle entre guillemets la charge d'un condensateur, avec une croissance jusqu'à obtenir, exponentielle, jusqu'à obtenir une stabilisation pour au bout de quelques fois taux, obtenir la valeur limite de la vitesse. Donc voilà pour le résultat. Voilà pour le résultat. Alors quelques analyses rapides. On peut redire un petit mot sur taux. Alors, on constate que la constante de temps, c'est finalement le temps qu'il faut pour atteindre le régime permanent, ou quelques fois taux, disons. Donc, assez logiquement, toute chose égale par ailleurs à chaque fois, bien sûr, si la masse augmente, bien forcément l'inertie mécanique est plus grande. Donc, pour une même force qui s'applique, le système mettra plus de temps à se mettre à l'équilibre. En revanche, bien évidemment que le phénomène d'induction est lié au flux. Donc forcément, si le champ magnétique ou les tailles caractéristiques des objets augmentent, en particulier le flux va augmenter. Alors on peut se demander pourquoi B apparaît au carré. Alors ça c'est toujours le même phénomène et ça se passe toujours dans l'induction parce que B apparaît toujours deux fois. B apparaît une première fois au niveau de la force électromotrice car on peut calculer le flux, donc aussi dans I bien évidemment. Donc B apparaît dans I. Mais B réapparaît aussi dans la force de la place, le IDL vectoriel B. Mais vu que I apparaît déjà dans B, en fait, vous voyez que pour la force de la place, B apparaîtra au carré. Okay, B apparaît à la fois dans la loi de Faraday et dans la force de la place. Donc c'est ce double terme qui fait le B carré. Voilà, donc en fait l'effet sera d'autant plus rapide et efficace que vous aurez un champ magnétique intense et un circuit assez grand. Donc voilà pour ces quelques résultats. Si on résume, donc pour ce genre d'exercice, il est important, fondamental, d'orienter votre circuit, ça c'est fondamental. Très important, il me semble, de faire une analyse qualitative des phénomènes qui se produisent, car ensuite, vous voyez bien, les 4 étapes qui sont en rouge, ou les 4 ou 5 étapes qui apparaissent ici, c'est les 4 ou 5 étapes qu'on a faites ensuite pour résoudre le problème. Donc à la rigueur, si vous avez déjà réfléchi à ça, finalement, il n'y a plus qu'à écrire les équations après. Donc je pense que c'est toujours une bonne façon de commencer. Et ensuite, tous les calculs, aucun des calculs n'est extrêmement difficile. Il faut simplement bien faire attention aux orientations à chaque fois. On peut analyser les résultats, c'est toujours souhaitable en termes de loi de Lenz. Donc soit dès ce point-là, soit un peu plus tard lorsqu'on arrive au régime stationnaire. Voilà. Et bien sûr, pensez à séparer les équations pour obtenir la réponse finale. Voilà, je vous remercie.